Alors là, j'ai un objectif, c'est de pouvoir terminer cette update lecture avant que le soleil se couche et qu'on ne voit plus ma face. Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous donner mon avis sur trois livres qui sont très différents les uns des autres, mais voilà. C'est ça aussi de lire un petit peu de tout. On se retrouve des fois avec des updates lecture qui partent dans tous les sens. Bref, on perd pas de temps, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. On commence avec L'Anomalie de Hervé Letellier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre parce qu'il a gagné le prix Goncourt de 2020 et c'est un livre de science-fiction. On a on a un avion qui a atterri en temps et en heure. Il est parti d'une destination A, c'est Paris, et il est arrivé à sa destination B, qui était, il me semble, New York, si je dis pas de bêtises. Sauf que, quelques mois plus tard, ce même avion demande s'il peut atterrir à New York. Donc là, on a donc deux avions avec les mêmes passagers, avec le même pilote, qui sont dans la nature comme ça. Nous avons donc des doubles. Un truc vraiment, si ça arrive, tu ne veux pas être un des passagers de l'avion, tu vois. Et c'est là en fait toute la problématique, toutes les questions que vont se poser les personnes qui enquêtent sur ce vol. C'est est-ce qu'on va devoir annoncer aux personnes du premier vol qu'elles ont un double? Si oui, comment on leur annonce? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'avion le laisse atterrir? Qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces gens? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? On n'a jamais pensé qu'un double d'avion pourrait atterrir, donc c'est quoi la marche à suivre pour accueillir ces passagers sur la planète? Ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est qu'on va suivre les personnages des deux avions. On a des personnages qui sont très différents les uns des autres. On a un sorte de tueur à gages, on a un auteur, on a également des personnes qui étaient en couple lorsqu'ils étaient dans le premier avion, on a des personnes qui étaient atteintes d'une maladie. Enfin vraiment, il y a un nombre de problématiques qui est abordé dans ce livre qui est vraiment trop intéressante. Enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'a permis de m'attacher aux personnages, qui m'a permis vraiment de les aimer. Et je me suis dit quand même, je suis contente de ne pas être à leur place. Vraiment, j'étais en mode, ouf, j'espère que ça n'arrivera jamais, ou en tout cas que ça ne m'arrivera pas à moi. Vraiment, je ne suis pas faite, je n'ai pas les épaules pour avoir ce genre de problème dans ma vie. Du coup, il y avait un peu ce côté tranche de vie où tu suis les personnages sans vraiment savoir où tu vas, tu sais pas trop où l'histoire veut te mener. Mais à côté de ça, tu as également le côté enquête parce que les politiques, les scientifiques cherchent à comprendre comment cet événement a pu se produire. Donc ils ont plusieurs théories, ils essaient de se dire mais qu'est-ce qui a pu provoquer qu'il y ait un avion qui se dédouble? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est eux qui sont en train de rêver ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur arrive? Donc tu as vraiment ce côté enquête à côté des tranches de vie. Et vraiment, ce côté enquête, moi, je l'ai également beaucoup aimé. C'est ce qui m'a fait un peu l'effet page-turner, le fait de vite tourner les pages. Parce que tu as un peu cette place privilégiée face à une crise intérieure, tu vois. C'est comme si, il y a, je sais pas, vous voyez, il y avait eu la crise du Covid, par exemple. Et là, tu étais vraiment à la table avec les hommes politiques, avec les scientifiques, pour essayer de trouver le plan d'action. Donc là, tu étais assis et tu étais en mode... encore une fois, je suis contente de ne pas être à leur place parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait de bonnes décisions à prendre en fait. Le dernier truc qui m'a beaucoup interpellée et que j'ai bien kiffé, qui fait parler également une fois que tu as terminé le livre, c'est la fin. Je vais pas du tout spoiler la fin, mais la fin mérite d'être lue parce que tu termines le livre et tu te dis mais monsieur, t'es monsieur Hervé, nous devons discuter. Termine le livre, tu as l'impression que l'auteur il continue de jouer avec toi et termine le livre et tu vas chercher des théories sur internet, tu vas parler avec les gens qui ont également lu le livre et tu essaies d'avoir leur avis, de savoir qu'est-ce qu'eux ils ont compris de la fin. Et moi j'aime bien ce type de livre où tu fermes, mais en fait tu continues de penser au livre. Donc vraiment, L'Anomalie, je ne l'ai pas lu à sa sortie parce que tout le monde en parlait et j'avais un peu peur que le livre soit surcoté, que vraiment les gens en parlent, en fassent tout un flanc alors que finalement rien du tout, le livre n'était pas bon, etc. Ou en tout cas il n'était pas aussi bon que ce qu'on disait. Et en fait, franchement, je l'ai lu 2 ans après sa sortie, j'étais en mode yes, oui, je vais le lire, sûrement je vais le relire même, mais je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année 2022. Je suis même pratiquement sûre que c'est une de mes meilleures lectures de 2022.
Dans un registre totalement différent, j'ai lu Black Sunday de Tola Rotimi Abraham. Un livre totalement différent de l'Anomalie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un livre plus contemporain. Ça se déroule à Lagos au Nigeria. Et en fait, on va suivre 4 frères et sœurs, et surtout les 2 sœurs aînées des jumelles, qui sont abandonnées littéralement par leurs parents. C'était une famille qui était clairement aisée. Les 2 parents travaillaient et en fait, du jour au lendemain, la famille perd tout. Les parents perdent leur travail, ils perdent leur maison, ils perdent vraiment tout. Les enfants voient ça, mais ils se disent, en fait, on est une famille. Tu t'imagines pas que tes parents peuvent t'abandonner. Genre, je pense que personne n'imagine ça. Juste, ça te tombe dessus. Et là, en fait, ça va leur tomber dessus. Leur mère va partir. Puis ensuite, leur père va partir. Donc, ils se retrouvent à, je crois, les filles ont 12 ans, quelque chose comme ça, 10-12 ans. Tu entres un peu dans l'adolescence, préadolescence, tu vois. Et les filles sont là avec leur grand-mère. Leur grand-mère qui avait rien demandé, je tiens à préciser. La grand-mère vivait sa petite vie, elle vivait sa retraite dans le plus grand des calmes. Et là, en fait, elle se retrouve avec 4 enfants à charge, la pauvre dame. Les filles se retrouvent vraiment... j'étais dans une école privée à totalement déscolariser parce que il faut travailler pour apporter de l'argent à la maison et pouvoir se nourrir. Et les garçons sont un peu à la rue, comme ça, eux-mêmes ne vont plus à l'école. Donc c'est vraiment une histoire de survie et de débrouille où les 2 sœurs vont finalement être confrontées à la vie, mais également à ce que c'est que d'être une femme dans ce type de société quand tu as rien. J'étais trop impliquée dans l'histoire parce que je cherchais pas à savoir si ce qu'elles faisaient, c'était éthique, si c'était moral. T'as juste envie de les voir s'en sortir, de les voir gagner de l'argent, de les voir se nourrir. Tu veux qu'elles sortent en fait de cette merde, parce que clairement, elles sont dans la merde et tu veux voir comment elles vont réussir à sortir de ça, si elles vont réussir dans la vie, parce que t'as pas envie de voir les gens souffrir tout simplement. Via l'histoire des jumelles, tu vas découvrir l'histoire de plein d'autres femmes au Nigeria, plein d'autres femmes à Lagos, et comment chacune d'entre elles arrive à s'en sortir dans la société. Malheureusement, c'est une société qui est très patriarcale, où les femmes doivent, tu te rends compte au fil de la lecture, jouer de leurs attributs physiques, jouer de leur beauté pour réussir dans la vie. Donc tu vas voir ces filles qui comprennent en fait que leur corps peut être un atout, comme il peut les desservir et même les mettre en danger, parce que les hommes, vraiment, ils font ce qu'ils veulent. C'est malheureux, mais vraiment, les hommes, là, c'est pas des gens sympathiques, en fait, dans ce monde. Bon, je fais ça comme si c'était nouveau, on le sait. Mais dans ce livre-là, tu t'en rends encore plus compte, parce que les femmes, elles sont comme ça laissées à l'abandon. Et tu te dis, des fois, il faut faire ce qu'il faut faire, en fait, tu vois. Et je dis pas ça en mode, elles sont obligées de vendre leur corps. Des fois, vendre ton corps, tu vois, vendre ton âme, c'est pas forcément être dans la prostitution ni quoi que ce soit. Des fois, c'est aussi, tu veux avoir un poste, tu sais que tu dois un petit peu plus parler à X gars, tu sais que limite, c'est ce gars-là, ce directeur-là qui décidera si tu peux travailler ou pas dans son entreprise. Si même, imaginons, tu lui fais du tort, il pourra un peu passer le mot pour dire à ses autres copains dans d'autres entreprises de ne pas te prendre. Enfin, voilà, il faut vraiment jouer avec le serpent, quoi. Vraiment, t'es dans la chétanerie, vraiment, il n'y a rien à faire. La vie est compliquée et tu comprends que prendre soin de ton corps et jouer de ton corps, c'est ce qui peut t'aider à sortir, en fait, de la rue. Bien évidemment, il y aura des trigger warnings, il y a des histoires d'agression sexuelle, d'agression physique, il y a également trigger warning autour du deuil. Beaucoup de choses qui font mal au cœur, qui te prennent aux tripes, mais super bonne lecture. Après, il y a quand même un autre thème qui est intéressant, mais je pense qu'il peut crisper les nerfs de personnes qui sont dans la foi, dans la religion, etc. Parce qu'il y a également une critique de la religion dans Black Sunday. Mais quand je dis c'est une critique de la religion, c'est pas une critique des textes saints, c'est pas une critique de la Bible ni quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est une critique des personnes qui pratiquent la religion. On prend l'exemple des pasteurs qui vont profiter dans le livre de l'influence qu'ils ont sur les femmes, sur le fait qu'on leur fait confiance pour avoir des choses pas très catholiques pour le coup. Donc oui, il y a également une critique de la société. J'ai vu les avis sur Goodreads, les gens étaient un peu crispés par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait tiquer et qui m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est marrant, c'est toujours les gens qui sont là, oui, il faut que tu fasses ça, oui, pour aller au paradis, oui. Mais à la fin, c'est eux qui ont le plus de vices. Le truc qui m'a quand même un petit peu chiffonné dans l'histoire, c'est que je trouve ça dommage. Il y avait beaucoup de sous-intrigues. Il y avait énormément de sous-intrigues. Je pense à une sous-intrigue que j'ai dans la tête actuellement, mais que je ne peux pas vraiment expliquer, sinon ce serait spoilé. Mais à un moment, on rencontre la petite amie
d'un des frères et en fait, on n'a pas la suite de son histoire. Sauf que des fois, les chapitres, ils te présentent tellement bien les personnages, ils te donnent tellement envie de t'impliquer dans leur vie, dans leur intrigue, tu t'intéresses à eux, que quand t'as pas la suite de leur histoire, quand tu sais pas ce qui se passe ensuite pour eux, quand le chapitre se termine et que tu sais que tu vas jamais les retrouver, ça crée quand même une petite frustration dans ton cœur. En tout cas, moi, mon cœur, à plusieurs moments, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien ce personnage, pourquoi je vais pas le retrouver? Donc ce côté un peu épisodique où les personnages, tu les rencontres une fois, deux fois, mais en tout cas pas plus, et des fois, t'as pas la fin de leur histoire, ça peut être un peu frustrant, je te l'accorde. Durant ma lecture, j'avais annoté une citation qui pour moi représente bien le sujet du livre et tout le message en fait que l'autrice essaie de faire passer. Je vous lis ça de suite. C'étaient des monstres, tous, les hommes et les garçons ordinaires, qui s'encourageaient mutuellement à faire le mal. Ça ne servait à rien d'essayer de trouver une logique ou un but derrière leur raillerie. C'étaient simplement des adolescents, ivres de pouvoir et de désir, livrés à eux-mêmes et se croyant tout permis. Black Sunday, je pense avoir mis 5 étoiles, peut-être que j'ai mis 4 par rapport à ce petit truc de ne pas avoir la fin des histoires de chaque personnage. En tout cas, je le recommande à 500%, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, attention, il y a des sujets qui sont assez durs. Si c'est des choses qui vous crispent trop les nerfs et que vous y pensez même après avoir terminé le livre, fermé le livre, voilà, pas pour maintenant. À un moment où vous êtes super joyeux et que ça va pas trop vous prendre à la gorge. Et dernier livre de cette update lecture, c'est Le pays des autres de Leila Slimani. Et pareil, j'ai adoré ma lecture. J'ai énormément annoté le livre. J'ai noté des thèmes comme la désillusion, les rapports familiaux, le fait de ne pas se sentir chez soi. C'est un peu le thème du livre, Le pays des autres. De quoi ça parle? En fait, on a Mathilde. Mathilde qui est une petite dame d'Alsace, qui a, il me semble, 16, 17, peut-être 18 ans plutôt. Et en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou durant la Seconde Guerre mondiale, elle va rencontrer Amine, qui est un soldat de l'Empire français, l'Empire colonial français. Donc il est marocain. Et ils vont commencer à s'abibocher, ils vont bien s'aimer, ils vont se marier. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Amine propose à Mathilde de retourner dans son pays natal à lui, donc le Maroc. Elle dit bye bye ma famille, bye bye l'Alsace, et je vais au Maroc rencontrer la famille d'Amine, vivre une nouvelle vie, vivre mon couple, vivre mon mariage, fonder ma famille dans un pays que je ne connais pas. Et en fait, ça va être la désillusion totale, que ce soit pour Mathilde ou pour Amine. En fait, pour les deux, le retour au pays va pas être simple. Et tu vas suivre en fait leur cheminement de pensée, comment les deux vont se construire autour de ce retour au pays, parce que Amine, il a passé des années en France, il a fait la guerre, etc. Là, il retourne dans son pays, c'est plus vraiment le pays qu'il a connu, c'est plus vraiment non plus, il est plus le même homme en fait. Lui aussi, il a changé. Mathilde, elle découvre des personnes, des cultures, des façons de faire elle est perdue, la petite enfant. Il y a une scène, ça m'avait trop fait rire. C'est pas drôle, mais ça m'a fait rire, ok? Donc, il y a Laïd, elle voit les gens tuer le mouton, et en fait, elle est dépassée, elle dit, mais pourquoi vous faites ça et tout? C'est barbare, là, là, là. Et les gens, ils la regardent en mode, non, mais en fait, bye bye. Déjà, de une, nous ne t'avons rien demandé. De deux, si tu n'es pas contente, tu peux retourner en Alsace. Et Amine, il a honte et tout. Il dit ouais, pourquoi tu fais ça? On est chez ma famille, c'est la fête, là, 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 là. T'as pas le droit de dire ça en fait. Tu peux pas t'inviter chez les gens comme ça et juger leur culture. Donc il y a plein de déconvenus comme ça pour Mathilde jusqu'au moment où elle finit par embrasser un peu la culture marocaine. Elle commence à parler la langue. Elle parle même très bien la langue à un moment. Elle connaît les us et coutumes. Enfin vraiment, tu vois Mathilde évoluer et grandir, finalement devenir une femme au Maroc. Donc c'est très beau en fait le parcours de Mathilde, beau mais en même temps assez triste parce que Désillusion, c'était une femme avec son caractère, c'était une femme qui avait des rêves et elle se rend compte que être une femme, mariée à un homme, peu importe l'homme que c'est, et c'est pas ce qu'elle avait imaginé. Elle se rend compte de tout ce qu'elle doit abandonner, tous les idéaux qu'elle doit abandonner parce que maintenant c'est une femme mariée.
Et c'est ça que j'ai bien aimé dans la plume, de la façon de décrire les choses de Leila Slimani. C'est pas juste les Marocains et la société marocaine qui est patriarcale, c'est vraiment c'est même la France est patriarcale, parce qu'il y a une scène, j'étais en mode mais monsieur, bon c'est la scène du mariage de Mathilde et Amine, et en fait le père dit à Amine, écoute-moi ça s'il te plaît, le père dit à Amine, écoute ma fille, j'avoue, je l'ai laissé faire plein de choses, c'était la petite, elle n'a pas connu sa mère, etc. Elle est indisciplinée. Il lui dit elle est indisciplinée, elle a son caractère, donc il va falloir des fois que tu la corriges. Le père, il a dit ça, calme, Amine. Tu dis t'aimes ta fille, etc. Et après, tu dis à son nouveau mari, à son tout nouveau mari, à ton gendre, oui, tu peux mettre 1 ou 2 tartes à ma fille, c'est pas grave, il faut savoir également un petit peu la corriger maintenant qu'elle est femme. Les gens avaient un problème en fait avec le statut d'épouse et les femmes de manière générale. Donc j'ai bien aimé qu'on ait un peu ces flashbacks où on revient en France et où tu vois que peu importe où tu te situes sur le globe, la condition des femmes, elle est vraiment compliquée. Parce que, ok, les femmes au Maroc, elles n'ont pas accès à l'éducation. On voit la mère, par exemple, d'Amine, qui reste chez elle, qui ne sort pas. Mais quand Mathilde est en France et qu'elle parle un peu avec ses amies françaises, elle se rend compte que, bon, c'est pas parce qu'elles sont en France qu'elles ont plus de droits, c'est pas parce qu'elles sont en France que leur mari ne les bat pas, c'est pas parce qu'elles sont en France qu'elles ont un métier, tu vois. Vraiment, il y a plein de choses comme ça où tu peux faire le parallèle. Tu te dis que Mathilde soit au Maroc ou que Mathilde soit en France, en vrai, sa vie aurait été la même une fois qu'elle est mariée. Donc, j'ai bien aimé le fait que ce soit pas accablant pour le Maroc et qu'on ne soit pas une critique facile ou dans lequel on peut tomber dans le racisme, etc. envers le Maroc. Et après, tu as tout ce truc autour de le pays des autres. Parce que le titre du livre, c'est le pays des autres. Sauf que je me suis rendu compte en terminant le livre, on ne sait pas c'est qui les autres. On ne sait pas si on parle de le pays, c'est-à-dire le Maroc, c'est le pays de la France, parce que le Maroc a été une colonie française. Donc est-ce que les autres, ce sont les Marocains, les locaux qui sont chez eux, qui n'ont rien demandé et qu'on est venu coloniser? Ou est-ce que les autres, ce sont les Français que les Marocs essaient de repousser, de renvoyer chez eux? On ne sait pas vraiment à la fin du livre, finalement, qui sont les autres. Et on le voit bien à travers le personnage d'Amine. Et son personnage est vraiment complexe. Tu sais pas si tu l'apprécies, si tu l'aimes. Enfin, j'avais vraiment du mal avec son personnage. Mais Amine, en fait, il est dans une situation qui est vraiment pas facile, surtout à cette période-là où les gens réclament l'indépendance. C'est que lui, il a servi finalement la France durant la guerre. Donc la France le voit comme un semi-héros. Enfin, il sera toujours moins héros que le Français de France. Mais la France le voit comme un héros. Il rentre au pays en se disant, ben voilà, je suis un héros. Et en fait, les personnes lui disent, mais monsieur, tu as combattu auprès de l'ennemi, donc tu n'es pas un héros, tu es un traître. Et lui-même se pose la question, mais en fait, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je dois soutenir mon pays? Est-ce que j'ai plus finalement de valeurs comme les Français? Il a un peu cette dichotomie, il n'arrive pas à se positionner, et même il voudrait ne pas avoir à se positionner entre la France et ce que la France a pu lui apporter et le Maroc et la culture, sa culture, tu vois, là où il a grandi, les gens qui l'aiment, etc. Il est perdu, le pauvre Amine. Donc lui aussi, il a cette désillusion face au retour au pays. Je pense qu'il avait un retour un peu fantasmé, où il allait être bien, il allait revenir chez lui, etc. Et en fait, confrontation. Il doit déjà choisir son camp. Et en plus de ça, tous les plans qu'il avait prévus ne fonctionnent pas. Donc c'était super intéressant de voir les désillusions aussi bien de Amine que de Mathilde, sachant que leurs désillusions sont totalement différentes. Bref, il y a vraiment plein de sujets dans ce livre. On parle également du fait d'exprimer ses sentiments. Il y a également l'indépendance, la révolution, comment on prend parti. Est-ce qu'on prend parti? Est-ce que ne pas prendre parti, quelque part, c'est prendre parti? On a l'éducation et l'émancipation des femmes. Enfin, vraiment, c'est un livre qui est super riche. J'ai beaucoup apprécié. Je ne pensais pas autant aimer. Je ne pensais pas être autant à fond dans ce livre. Et finalement, j'ai plongé dans ce livre comme Jaja. Donc pareil, je vais vous lire un petit extrait du Pays des autres. Amine aimait sa femme, il l'aimait et il la désirait au point de se réveiller parfois au milieu de la nuit avec l'envie de la mordre, de la dévorer, de la posséder de manière absolue. Mais il lui arrivait de douter de lui-même. Quelle folie lui était passée par la tête? Comment avait-il pu penser qu'il pourrait vivre avec une Européenne, une femme aussi émancipée que Mathilde? À cause d'elle, à cause de ses douloureuses contradictions, il lui semblait que sa vie était régie par un mouvement de balancier hystérique. Je me répète, mais vraiment,
Le pays des autres, c'était un 4-5 étoiles. J'ai adoré cette lecture. On arrive à la fin de cette vidéo et c'est pas plus mal parce que le soleil commence à disparaître, comme vous pouvez le constater. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces 3 livres ou si un de ces 3 livres vous fait envie. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur le rendez-vous littéraire Daily des livres. Donc c'est un rendez-vous littéraire dans lequel je vous propose des lectures communes et où je vous parle de livres selon des thématiques précises. Le prochain numéro de Daily des livres devrait être fin décembre, début janvier. En tout cas, avant le 15 janvier. Je me mouille pas trop. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!